Je voudrais remercier M. le professeur Aïvo pour m'avoir invité. Il est socialement, économiquement et politiquement nécessaire que tout gouvernement soit stable afin que l'on puisse embrasser le développement dans la durabilité. Mais ce que je voudrais dire, il faut quand même noter que ce qu'on constate sur le plan national, il ne faut pas se demander ce qui se passe au sein de nos partis politiques. Est-ce qu'on note pas un dysfonctionnement au niveau de nos partis politiques? Est-ce que la délation, le mensonge, ce que nous avons évoqué comme vice, d'abord, c'est des partis que nous avons. C'est ça qui... Je voudrais dire que nous donnons de l'eau au moulin de ce que certains appellent des mercenaires politiques. Parce que nous-mêmes ne sommes pas bien organisés en notre sein. Parce que nous-mêmes, nous acceptons facilement d'écouter des gens qui aiment le clientélisme. Et qui veulent nous parler pour que nous puissions vraiment les aimer. Des gens qui viennent nous mentir pour que nous puissions vraiment les mettre à des postes donnés. Ça, c'est comme ça. Nous créons une désunion. Il n'y a plus la cohésion au sein des partis politiques. Et cet éclatement favorise ceux qui viennent de loin, de très loin. Et donc, il faut revoir notre copie au sein de nos différentes formations politiques. Si nous sommes unis, personne ne viendrait d'ailleurs. Si nous rejetons les menteurs, personne ne viendrait d'ailleurs. Si nous combattons le clientélisme, personne ne viendrait d'ailleurs. C'est cela. Notre faiblesse favorise les gens qui viennent d'ailleurs. Il faut vraiment comprendre ça. Ne pas le comprendre, c'est d'être dans le bourbier. Maintenant, je voudrais demander au professeur Topanou de m'aider à comprendre ceci. Alors, quand je prends l'éducation, c'est-à-dire que nos enfants ont des droits. Et à chaque tranche d'âge correspond une série de droits. Et quand on fait pour la gestion intégrée de l'éducation, et quand on livre les enfants au secondaire, ils quittent le primaire, on ne pense même pas comment on va les prendre en charge dans le secondaire. On ne pense pas comment on va les prendre en charge au niveau du supérieur. De cette façon-là, est-ce qu'on peut s'en sortir? Est-ce que de cette façon-là, l'efficacité du gouvernement ne va pas recevoir un grand coup? Je voudrais comprendre ça, et c'est cela la question. Je voudrais vous remercier. Merci beaucoup, M. Blair. M. Florentin Nambé a la parole et le professeur Epiphane Sokonou se prépare. Merci beaucoup. Sociologue, ma démarche sera hypothético-inductive. Ça veut dire que je partirai de l'observation des faits avant d'aboutir à la théorisation des faits. Mais on n'a pas le temps d'aborder la théorisation des faits. Je veux dire tout simplement que le régime en place a procédé à une tentative de rationalisation des fonctions gouvernementales. Je m'en suis préoccupé en 2013 et j'ai fait le point dans ce manuel intitulé « Regard sociologique sur les institutions politiques du renouveau démocratique au Bénin ». Et j'ai essayé de montrer, comme l'a souligné le professeur Aïvo, qu'il y a eu plusieurs ministres nommés à la tête de nos départements ministériels. Mais cette nomination, c'est à dessein. Le régime a pris toutes ces dispositions. Parce que quand on aborde la rationalisation, on met l'accent sur 3 points. La stabilisation des structures, la simplification des procédures et la dynamisation des acteurs.
En ce qui concerne la stabilisation des structures, le régime, avec son leader, a pris les dispositions connaissant la sociologie politique béninoise. En prenant un décret portant structure type des ministères qui stipule, qui a clarifié les rôles et qui a marginalisé la fonction ministérielle. Que dit le décret portant structure type? Le directeur de cabinet est chargé de la coordination des affaires politiques. Le secrétaire général du ministère est chargé de la coordination des affaires administratives. Et le DRFM est chargé de la coordination des affaires financières. Partant de là, vous allez constater au bout de ces 10 ans que les DC sont restés dans une certaine stabilité. Ils ne bougent pas. Les DC, les SGM, les secrétaires généraux du ministère ne bougent pas. Certains ont fait les 10 ans avec Yaïbouni, d'autres ont fait 5 ans, 6 ans. Et ils sont dans la stabilité. Le seul péché, c'est que le régime n'a pas su respecter la clarification des missions de l'État, qui exige dans la dénomination des ministères, dans leur composition, de mettre un certain nombre de composantes ensemble. Deuxième élément, au niveau de la simplification des procédures. Il y a eu assez de simplification. Assez. Ce n'est pas le moment d'en discuter. Il y en a eu tellement. Si nous prenons par exemple le Conseil économique et social, qui est une institution de contre-pouvoir, il y a eu un audit organisationnel à ce niveau. À la HAC, il y a eu un audit organisationnel à ce niveau. À la Cour suprême, il y a eu un audit organisationnel. Et quand les audits sont réalisés, il y a toujours une restructuration du système administratif qui sous-tend ces institutions. Il y a eu un redéploiement et le redéploiement débouche toujours sur un programme de renforcement des capacités. Le régime a péché notamment dans la dynamisation des acteurs. Et ça là aussi c'est à dessein et c'est stratégique. Le leader qui est arrivé au niveau de la magistrature suprême en 2006, c'était bien préparé avec son ethnie, si bien que ce sont les autres qui trouvent qu'il a mal fait. Il a très bien fait. La preuve est que toutes les régies financières du Bénin sont gardées par les siens pendant les 10 ans. Les SGM sont restés dans la stabilité. Les DC sont restés dans la stabilité. Donc vous ne pouvez pas, on ne peut pas rester ici pour dire qu'on n'est pas dans une rationalisation. On a pris, le leader a pris les ministres, connaissant les faiblesses des partis politiques, vous dites proposez les ministres, il sait que les ministres ne feront rien, parce que lui-même, il est à la coordination des affaires politiques, la coordination des affaires administratives et à la coordination des affaires financières, et il est le seul maître, il est le leader, et il est resté véritablement le leader de son régime. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais juste faire une proposition très concrète sur le thème qui est au cœur de nos entretiens politiques. Mais d'abord, il y a une question préalable. La question préalable pour moi, c'est quelle perception avons-nous de la fonction ministérielle? Et il nous faut répondre à cette question-là. Et à partir de quelques bonnes paroles que j'ai entendues ce matin, même, à partir de ce qui est mon intime conviction, je voudrais répondre à la question en 4 points. La fonction ministérielle, c'est d'abord un service à la communauté, à la société, à l'État. Et ce service
appelle un certain nombre de valeurs. Il y en a beaucoup, j'en retiendrai deux, le travail et l'intégrité. Deuxièmement, la fonction ministérielle, c'est l'aboutissement d'un parcours. Parcours professionnel, parcours politique, mais aboutissement d'un parcours et non pas le point de départ d'un parcours. Troisièmement, être ministre, c'est être membre d'une équipe, ce qui renvoie à la notion de cohésion gouvernementale. Est-on véritablement dans une équipe lorsqu'on dresse des tours autour de soi en disant ici c'est chez moi, là-bas c'est chez toi, tu y restes? Quatrièmement, un ministre est lui-même un chef d'équipe, un animateur d'une équipe. Voilà la perception que je retiens de la fonction gouvernementale. Pour en arriver à ma proposition, nous avons ici un excellent espace de catharsis collective. Chacun de nous en a tellement sur le cœur que quand nous trouvons ces occasions-là, nous vidons notre sac. Mais après, que reste-t-il? Je rappelle que nous sommes non pas dans un colloque, mais dans un workshop, c'est-à-dire un atelier où on devrait produire des choses concrètes. Et donc, pour moi, ces entretiens politiques ne seraient pas achevés si nous nous en arrêtions à une série de communications de questions-réponses. Et autant je suis d'accord avec le professeur Topani pour dire que l'efficacité ne dépend pas du nombre de ministres ou du profil des ministres, autant je pense que nous avons un problème. Le problème, quel est-il? En vertu de l'article 54, alinéa 3 de notre Constitution, le président de la République nomme les ministres, il fixe leurs attributions et il met fin à leurs fonctions. C'est donc un pouvoir discrétionnaire. Il se trouve que dans l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire, les présidents successifs nous conduisent à la situation que nous avons décrite. Celle où des directions entières se trouvent ballottées entre plusieurs ministères au gré des remaniements ministériels. La question de la rationalisation du travail gouvernemental se pose simplement parce que nous ne savons pas capitaliser nos expériences. J'en arrive même à penser parfois que ceux qui nous aident doivent avoir des raisons sérieuses de continuer de nous aider. Le professeur Topani n'était sûrement pas secrétaire général du gouvernement à l'époque, mais la réflexion en vue de la rationalisation du travail gouvernemental n'est plus à faire, elle a été faite. Vous avez dû voir dans les archives Sécor, Roger Gaillon, avec un financement de l'ACDI. C'est ça qui a donné, entre autres choses, la nouvelle manière de rédiger les communications en Conseil des ministres. Qu'en avons-nous fait? Pas grand-chose. Alors, ma proposition, quelle est-elle? Je pense que nous devrions pouvoir en arriver à dire que les partis politiques majeurs, ceux qui aspirent à conquérir et à exercer le pouvoir d'État, doivent pouvoir s'entendre sur un minimum,
en termes de configuration de l'équipe gouvernementale. C'est-à-dire que par-delà le pouvoir discrétionnaire qui est reconnu au chef de l'État de former son gouvernement, nous devons, à partir de l'expérience cumulée des régimes successifs, nous dire voici les grands pôles auxquels on ne touche pas. Et pour arriver à ça, il faut un travail préalable, technique. Un nom a été prononcé ici aujourd'hui. Le professeur Mentenkwe a commencé une étude où il a fait le point de la composition des gouvernements qui se sont succédés dans notre pays, je crois, jusqu'en 2006. Je pense que c'est un important pas déjà. La période qui va de 2006 à nos jours, je pense que c'est assez facile à faire. Et à partir de là, on doit pouvoir se dire, bon, quelles sont les choses sur lesquelles tout le monde peut s'entendre. Par exemple, sur la question de l'éducation, la gestion du secteur de l'éducation. Nous faut-il 3, 4 ministères ou un ministère? Il faut mettre dans la balance les avantages et les inconvénients de chacune des formules et pouvoir nous entendre sur un minimum. Des secteurs qui portent des politiques qui sont interreliées. Pouvons-nous les séparer? L'urbanisme, l'environnement par exemple, pouvons-nous les séparer valablement? Et sur la base de quoi? Je pense donc que ce travail, nous devons pouvoir le faire pour donner des suites concrètes à nos entretiens politiques. Je vous remercie. Les partis politiques, bien sûr, encore une fois, participent, comme je l'ai dit le mercredi dernier, participent à la composition du gouvernement. Mais sur quelle base un parti politique négocie sa participation au gouvernement? Tu me donnes 2 ministères, eh bien, je suis avec toi. Tu me donnes la direction du port, je suis avec toi. C'est les négociations, ça. C'est comme ça que ça se passe toujours. La preuve, en 2006, nous avons eu un gouvernement d'union nationale, comme on l'a appelé, à part, encore une fois, un seul ministère, un seul parti politique qui s'était abstenu. Tous les autres partis politiques ont fait partie du premier gouvernement de 2006. Pourquoi? Sur quelle base? Et ce gouvernement-là, à quoi pouvons-nous nous attendre? Il est tout à fait normal que ça ne dure pas. Parce que ce n'est pas un gouvernement composé sur la base d'une vision, d'une compréhension de l'action gouvernementale. C'est un gouvernement d'amis ou bien de supporters, c'est pas plus que ça. J'ai apprécié la phrase d'une personnalité pas ici aujourd'hui, je ne la vois pas, qui dit que à trop applaudir le danseur, il finit par faire de faux pas. Vous voyez, tout de suite après 2006, après les élections de 2006, bien qu'est-ce qui s'est passé? Tous les partis politiques ont applaudi, je dis bien tous les partis politiques, à l'exception du PRD, je le désigne, ont applaudi l'arrivée de l'actuel locataire de la Marina. Tout à fait normal, parce qu'il leur a concédé des ministères qu'il voulait. Ils pensaient que ça allait se poursuivre, que ça allait continuer de la sorte. Ce qui n'a pas été fait, et tout de suite, on s'est retrouvé soit dans l'opposition, soit, écoute, parce que je crois, après ça encore, il y a une tentative d'entrée de certaines personnes. Voilà pourquoi je dis, bon, nous essayons de dire ce que nous pensons, mais c'est très difficile à réaliser. J'en ai fini. Merci. J'ai juste quelques convictions que je voudrais partager avec vous. La première concerne, si vous voulez, l'idée de choisir un candidat à la fonction présidentielle qui provient d'un parti politique. D'abord, sur le constat, c'est-à-dire que le fait que les présidents élus depuis le renouveau démocratique
soit des candidats indépendants, pour moi, ça dénote d'un constat, c'est-à-dire la faillite déjà des partis politiques. Première chose. Alors, la seconde chose, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas y voir une sorte de clairvoyance du peuple béninois, par contre, qui, là, dans ce domaine-là, serait en train, on va dire, d'écrire une sorte de nouvelle théorie, c'est-à-dire une théorie par rapport à la cession au pouvoir suprême, qui voudrait que le peuple s'aligne plutôt sur un candidat indépendant, donc libre de toute entrave politique, quelqu'un qui aura donc, on va dire, les coudées franches pour prendre des décisions courageuses. Évidemment, là où le bas blesse, c'est que après les élections, ces nouveaux présidents-là constituent des partis politiques et du coup, il y a, on va dire, un retour peut-être à ce que le peuple refusait au départ en votant pour eux, c'est-à-dire qu'ils s'inféodent aux partis politiques et du coup, le peuple perd cet espoir qu'il avait de voir ce candidat-là prendre des décisions courageuses. Et il y a donc duperie, si on veut, sur la marchandise. Cela dit, je ne suis pas d'accord. Je ne partage pas ce point de vue qui voudrait que le candidat provienne nécessairement de partis politiques. Pourquoi ? La première chose, c'est que je pense que les partis politiques, excusez-moi, les politiciens, ont fait la preuve de leur faillite, on va dire ça, de leur incurie, si je puis me permettre. Alors, jusqu'à aujourd'hui, je constate que tous les grands partis de ce pays, à part peut-être un seul mouvement, aucun n'a encore de candidat déclaré. Je trouve ça catastrophique. Voilà. Donc je pense que, avant de vouloir que le candidat à la fonction suprême provienne de partis politiques, il faudrait déjà assainir le domaine des partis politiques. Plus de 200 partis, etc., etc. Il faudrait vraiment assainir ce domaine-là. Et en ce moment-là, on pourra revenir s'asseoir et décider s'il faut ou pas que le candidat à la fonction présidentielle soit issu d'un parti politique. Ça, c'est ma première conviction. Alors, ma seconde conviction a trait au clientélisme. J'en ai entendu parler par rapport à la constitution des gouvernements. Alors, personnellement, le clientélisme ne me gêne pas. Je pense que c'est quelque chose de naturel. Vous avez un candidat qui a eu des militants, des supporters, qui l'ont aidé à accéder au pouvoir. C'est tout à fait normal qu'il récompense. Ça rejoint un peu, si vous voulez, la question de la politisation de l'administration, qui pour moi est un mythe. Quand on dit dépolitiser l'administration, pour moi c'est un mythe. On ne peut pas avoir une administration dépolitisée. Et donc ici, pour moi, c'est la même, si vous voulez, problématique. Tout simplement parce que, si vous voulez, vous ne récompensez pas vos supporters, vous vous retrouvez tout seul. Vous devez récompenser. Ça existe dans tous les pays, le Bénin n'est pas une exception. Pour moi, la question, c'est plutôt de déterminer le degré du clientélisme. Est-ce qu'on va avoir un gouvernement à 100% clientéliste, à 50% clientéliste, ou à 30% et moins de 30% clientéliste? Pour moi, c'est vraiment là que la question se situe. Alors, ma troisième préoccupation, qui n'en est pas une, oui, c'est la dernière, professeur. Merci, allez-y. Oui. En fait, je voudrais rejoindre M. Tometti, je voudrais lui exprimer toute ma compassion et dire que je partage tout à fait sa désillusion par rapport à tout ce qu'il a pu observer dans la gestion, dans la gouvernance du pays. Et je voudrais finir avec une citation. Vous en avez parlé, vous avez dit le Bénin quartier latin de l'Afrique, c'est quelque chose que les gens adorent dire et tout. J'ai eu la chance de rencontrer une dame sur un forum de discussion sur Internet qui m'a dit que la citation en fait n'était pas complète. Je ne sais pas si vous avez la citation complète. Mais j'ai remarqué que les gens omettent souvent la seconde partie de cette citation-là, qui pour moi explique tout. Et je vais donc vous la dire, c'est que le Bénin, quartier latin de l'Afrique, mais cet intellectualisme teinté de mesquinerie est de nature à entraver
le développement du pays. Et on en est là. Je vous remercie. Je désespérais pour mon pays, mais depuis le mercredi passé, je commençais pas à avoir un peu d'espoir encore. Donc je nous invite à suivre la voie qu'on est en train de tracer maintenant pour qu'on commence par diagnostiquer ensemble, par réfléchir ensemble sur les maux qui ont mené le Bénin depuis 60 jusqu'à aujourd'hui et particulièrement de 90 à aujourd'hui. On se lamente aujourd'hui, mais je dis que nous devons remercier beaucoup l'avènement du président Yahi, parce que s'il n'existait pas, on allait le créer. Parce qu'il a permis aux Béninois et au monde entier de connaître nos limites, de connaître les limites de nos tests, de savoir que nous n'étions assis que sur du vent et qu'un homme risé peut nous ébranler à tout moment. Et ça, il a fait, il a bien réussi. Donc maintenant, réveillons-nous. Réveillons-nous. Et changeons. Je commence par proposer une chose. La constitution de notre pays porte les gènes de tout ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, asseyons-nous. Ayons un conseil constitutionnel, un collège de constitutionnalistes qui réfléchissent vraiment sur la chose pour rédiger une constitution inclusive, c'est-à-dire tout le monde doit y participer vraiment et on fait sortir une constitution. Ça peut avoir 1000 articles. Ne laissons plus place à l'interprétation. La Cour constitutionnelle est vraiment une plaie pour notre démocratie. Cette Cour, de la manière dont on l'a créée dans la Constitution, parce qu'elle peut légiférer, elle peut faire tout ce qu'elle veut, pourvu que celui qui veut l'utiliser, elle la met là-dessus, et bon, tout va bien. Ce n'est pas bien. Donc nous devons avoir une constitution que même un enfant qui est seulement son CP peut comprendre. Donc on met tout dedans. Ce qu'on le met, peut-être, il faudrait que l'Assemblée légifère là-dessus. Ce n'est plus la Cour qui interprète, mais on se réfère à l'Assemblée. Et l'Assemblée, parce que l'Assemblée représente le peuple vraiment. C'est la seule institution qui représente le peuple. Donc ça légifère. Et on prend. Merci beaucoup. Bon, merci beaucoup. Merci, je voudrais dire quelque chose à M. Tometi au niveau de l'agriculture. La stabilité de Ndiaye au gouvernement a permis au secteur cotonnier d'être boosté. Mais avec l'arrivée du président Kérékou, ça a connu des baisses jusqu'en 2000, la campagne 2004-2005, avec le ministère de l'Agriculture, où on est allé à 427 000 tonnes. Avec le même cadre, le même dispositif. Ça veut dire que quand on a un manager à la tête, on peut toujours avoir de bons résultats. Donc tout n'est pas perdu, on a encore des cadres à l'interne qu'on peut utiliser. Merci beaucoup. Merci, M. Kanao. M. Landry Salano a la parole et le président Abraham Zizidoko se prépare. Merci, professeur, et merci à tous les autres professeurs qui nous ont présenté des communications. Alors, j'ai 3 questions. La première, je voudrais demander au ministre Alessandro Ntondi quel est le poids du lobby religieux sur le chef de l'État et dans la formation des gouvernements. Parce que nous les voyons, ils ont nommé une association, je n'ai rien contre, mais expliquez-moi un peu, vous qui avez une certaine expérience. La deuxième question, quels sont les risques que court un chef de l'État qui n'arrive pas à satisfaire tous ceux qui l'ont aidé à accéder au pouvoir? Et la troisième, je l'adresse au professeur Victor Topamou. Quel accent vous mettez sur la formation des différents ministres dans l'efficacité gouvernementale? Alors, les contributions que j'épouse entièrement les propos, disons, mercredi dernier du professeur Joël Aïvor, que des ministres se retrouvent vraiment violemment en Conseil des ministres. Parce qu'au point de se dire, est-ce que c'est vraiment moi qui suis assis ici? Je suis d'accord qu'on a un cabinet pour aider le ministre à mieux se performer, mais sans aucune formation, sans aucune ligne, et puis on se retrouve brusquement, j'allais dire brutalement en Conseil des ministres. Pour moi, c'est une anomalie, c'est une pathologie de la République. Une autre contribution, c'est le rôle de l'argent ou bien de la corruption dans l'administration.
poser peut-être la question combien a coûté le ministère des Affaires étrangères et également les deux tours jumelles. Les deux tours jumelles ont coûté combien à l'État? Mais lorsqu'on a vu 7 ministères, ce sont les mêmes personnes. Ils ne veulent pas que l'État puisse construire parce qu'ils louent les mêmes immeubles à l'État. Commettant tout le temps des délits d'initiés, ils sont permanemment en conflit d'intérêts avec l'État. Et ceci corroboré par l'absence totale aussi de sanctions. C'est aussi un problème, il faudra donc corriger. Je voudrais aussi partager avec vous une certaine anecdote. C'est un petit qui est au CE2, il n'a que 8 ans. Je lui ai posé la question un jour, quelle est un peu ton ambition, tu deviendras quoi? Il dit qu'il veut devenir douanier, mais ce n'est pas fini. Il dit qu'il veut rester à Ilakonji. Hein? J'ai dit, mais déjà à 8 ans, on connaît ce qu'on retire, bien ce qu'on peut donc avoir lorsqu'on est donc en poste à Ilakonji. C'est voir un peu à quel degré, ou bien le degré de décrépitude déjà, et également le rôle que joue déjà l'argent dans l'éducation de nos enfants. Moi, je me rappelle, j'ai passé près d'une formation, près de 8 heures à l'ambassade des États-Unis. On n'a même pas eu de l'eau à boire. On a resté là de 8 heures à 14 heures. Chacun est rentré chez lui. Et très joyeux d'ailleurs. Mais c'est dit que si nous mettons tout le temps l'argent dans ce que nous faisons, c'est l'argent, c'est l'argent. Et je le finirai aussi avec ces propos de ma grand-mère. Elle m'a posé 2 questions un jour. Elle me dit, tu es venu comment? J'ai dit, oui, grand-mère. Elle dit, mais pourquoi veux-tu repartir avec de l'argent? Alors soyons sobres. Merci. Merci beaucoup, Landry Seraron. Le président Abraham Zizilopé a la parole et M. Wabi Fagweni, qui est secrétaire général du Parti du Renouveau démocratique, se prépare. Merci. Merci pour l'association, pour ce forum qu'elle met à la disposition des partis politiques qui nous permet, n'est-ce pas, d'échanger. Et tout le monde se surprend de la crise généralisée qu'il y a actuellement dans notre pays, mais cette crise-là était inscrite. Elle est inscrite dans les institutions. C'est donc un appel à nous-mêmes, un appel aux partis politiques que je lance. Non pas que ces partis soient si médiocres, que leur animateur soit médiocre, pas nécessairement. C'est un appel parce que les partis ont dormi sur leur laurier, j'ai dit ça. Le multipartisme débridé qui a été le nôtre, que nous avons mis en place, qui n'a pas été rationalisé depuis 1998 que j'ai sorti un petit opuscule pour montrer qu'avec ce multipartisme-là, on aura des problèmes. Bon, les gens ont lu ça, mais ils ont mis ça de côté. J'aimerais rééditer ça. Le financement de l'animation de la vie politique, c'est essentiel. Quand il est opaque, on ne peut en arriver que là où nous en sommes. Non seulement il faut rationaliser ce multipartisme, il faut assurer son financement public. Parce que vous ne pouvez pas financer publiquement 200 partis. Ce n'est pas possible. Donc avant de passer au financement public, il faut rationaliser le système partisan. Ce n'est pas décréter 2 ou 3 partis, mais j'ai dit qu'il y a des mécanismes, et tous les juristes politologues qui sont ici savent que par le mode de scrutin, par le seuil de représentativité, par la bonification des listes, parce qu'on a mis en position éligible soit des femmes, soit des jeunes, que par cette technique-là, on réduit le système partisan. Alors, je nous appelle les partis politiques, les députés qui sont à l'Assemblée, qui font les textes. Ce n'est pas d'autres personnes, c'est les partis. Donc, c'est faire violence sur nous-mêmes. Il en est temps d'en finir avec les partis entreprises. Quelqu'un a parlé de négociation. C'est clair, ce n'est pas un péché. Hein, combien je prends, combien de pauses, directeur du port, tout ça. Il faut qu'on en finisse. On ne peut pas bâtir un pays comme ça. On s'étonne aujourd'hui. On ne doit pas s'étonner.
tant qu'on restera dans la logique de parti business, parti cartel, parti affaires, et nous sommes arrivés au summum, la collusion entre les affaires et le monde politique. On ne peut plus aller au-delà. On est obligé de revenir sur terre et de reprendre les choses. Dernier point, pour l'argent, nous n'avons pas un système de contrôle efficace, un système de contrôle externe des finances publiques. Les spécialistes des finances qui sont là doivent comprendre ce que je dis. Quand on a une inspection générale, IGE, qu'on appelait ça IGE, qui dépend de l'exécutif, vous n'aurez aucune transparence dans le contrôle. Parce que, qu'est-ce qu'on contrôle? C'est l'exécutif et ses démembrements. Que ce soit les sociétés d'État, les offices, les collectivités locales. Alors, le gouvernement a son système de contrôle interne, les finances publiques. Il faut un système externe qui ne dépend pas du chef de l'exécutif. Or, tout ce qu'on a eu juste là, ça dépend du chef de l'exécutif, l'IGE, le bureau d'auditeur, etc. Quel contrôle transparent vous voulez? Ça devient un instrument entre les mains de cet exécutif. Il envoie avec qui il veut. S'il veut vous attraper, on vous envoie. Vous avez des problèmes, vous rejoignez les rangs. Sinon, on va les mettre sur la place. Un tel système-là devait dépendre de l'Assemblée. Les députés, à part quelques-uns qui ont la formation de financiers ou de juristes, tout ça, les députés ne sont pas outillés. Vous leur dites d'aller contrôler un gouvernement qui a tous les experts autour. Vous allez dire à une commission de députés qui sont d'aller contrôler quoi? Ils vont contrôler qui? Il leur faut un instrument de contrôle. Normalement, ces instituts supérieurs de contrôle devaient dépendre de l'Assemblée et c'est ceux-là qui devaient aider l'Assemblée à faire le contrôle de l'action gouvernementale. On ne l'a pas comme ça. Il faut faire des réformes dans ce sens. Pour ne pas être long, je m'en arrête là. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Wabi Fagouni a la parole et la ministre Colette Poto se prépare. Merci, Monsieur le Président. Et depuis mercredi dernier, l'organisation nous offre des occasions de rencontre ici et voir le parterre des hommes politiques présents à cette occasion montre que on avait soif. On avait soif de parler. Et vous avez demandé à ce que tous les partis politiques viennent parler. Et nous avons suivi tout ce qui est dit, mais le mercredi dernier, il y a eu assez de propositions, mais il y a une qui est plus ou moins transversale à tous les débats que nous menons depuis mercredi jusqu'à ce jour. C'est la question des réformes du système partisan. Et je voulais aller un peu plus loin, mais je me suis retenu. J'ai dû me référer donc au cabinet du président de l'Assemblée nationale. Parce que, au cours de son investiture, dans son discours, il avait évoqué cet aspect. Et il avait parlé donc des réformes profondes qu'il faut engager. Alors, je voudrais, par ce biais, vous informer que ce n'est pas des mauvais et que le cabinet a déjà engagé effectivement les démarches qu'il faut. Le président de l'Assemblée nationale a rencontré déjà le représentant du PNUD. Il a rencontré également la représentante de la Fondation Aïdel et ils sont tous d'accord pour appuyer ce projet. Ils sont tous d'accord pour appuyer ce projet. Et le cabinet a déjà pris une note conceptuelle qui est déjà transmise donc à ces organismes et le PNUD a déjà dépêché des experts pour une étude. Donc je vous informe que c'est des sujets auxquels tout le monde est invité. Toute contribution est utile. Nous sollicitons le concours de toute la classe politique béninoise.
Merci. Je transmets à M. Aïvo donc cette note conceptuelle et tout ce qui est engagé pour la réalisation donc, de ce projet. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, monsieur le secrétaire général. Nous allons à l'association de l'Union de droit constitutionnel essayer de partager ces documents, si vous nous y autorisez, sur le site internet de l'association pour essayer de mettre à disposition de tout le monde le contenu de la réforme qui a été annoncée par le président de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup. La ministre Colette Coutu a la parole. Et merci, monsieur. Monsieur Malik se prépare. Permettez que je reste assise. Je vous en prie. Ce n'est pas une question de vieillesse, hein, c'est parce que j'ai mal quelque part, c'est tout. Je voudrais remercier le professeur Aïvo pour l'occasion qu'il nous donne d'avoir ce moment d'échange et de partage véritable. C'est de vraies semences qui nous amènent à repositionner beaucoup de questions qui nous échappaient et derrière lesquelles il faut apporter des solutions, mais également des réponses claires, d'abord pour soi-même, pour ce qu'on a, mais pour la profession qu'on exerce et aussi pour le niveau politique où nous sommes. Et je voudrais remercier pour ça parce que j'apprends beaucoup. Ce n'est pas la peine que je réponde à tout ce qui est dit ce matin et qui m'ont interpellé et qui m'ont renseigné. Je voudrais pourtant mettre l'accent en tant qu'éducatrice, en tant qu'enseignante, en tant que formateur et chercheur en éducation, sur la question des résultats. Nous n'avons pas mis l'accent beaucoup sur les résultats. Nous avons mis l'accent sur le travail. Nous avons mis l'accent sur la qualité du travail. Nous avons mis l'accent également sur les contrôleurs du travail fait. Mais nous n'avons pas mis l'accent sur la question de l'évaluation du suivi de ce que l'on fait au plan gouvernemental, encore moins sur la question des résultats. Je voudrais poser cette question pour plus tard, parce que j'ai besoin de savoir ce qu'on met derrière. Je voudrais également, en tant qu'enseignante, mettre l'accent sur ce que vous pensez des syndicats. Où situez-vous les syndicats aujourd'hui? À qui posez-vous la question? À tous, parce qu'en éducation, comme dans d'autres secteurs, comme en droit, les syndicalistes vous, j'allais pas dire vous embêtent, je dis vous embêtent, les syndicalistes s'imposent à vous, s'imposent au temps de travail, s'imposent aux demandes d'augmentation de ce qu'on leur donne et à un tas de choses et déstabilisent justement ce qui est mis en place. Et jusqu'à présent, au niveau justement de l'engagement que nous avons pour la bonne gouvernance au Bénin, nous devons également situer leur rôle et leurs responsabilités. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la ministre. Monsieur Malik a la parole et Agapit Napoléon se prépare. Merci, monsieur le professeur Joël Aïvo. Mon intervention va porter sur plusieurs points. Je suis un enseignant et tout à l'heure, vous avez parlé des réunions dans les ministères. J'enseigne ce que l'on appelle la préparation et la conduite d'une réunion. Une réunion au-delà de 2 heures est inefficace. Vous arrêtez, tout le monde va travailler et le reste va suivre la réunion prochaine. Ça, c'est un élément fondamental. Nous avons besoin de travailler. J'ai participé à une réunion et une interview radio une fois et
j'ai mis l'accent sur le travail. On est dans un pays sous-développé. On ne parlerait même pas de pays en voie de développement. Tous les pays qui ont aujourd'hui rattrapé les pays occidentaux, c'est-à-dire les pays asiatiques, ont travaillé durement pendant 30 ans. Et 30 ans, c'est une génération. Et le Bénin est à la fin de sa deuxième génération de politique. De 60 à 90, on a vu ce que nos aînés ont fait. Ils ont échoué vers la fin. Ils ont instauré la conférence des forces vives de la nation. J'étais très jeune à cette époque-là. Je venais de finir avec mes études supérieures. Ils ont fait le bilan et ils ont décidé de conduire le pays autrement, à travers une démocratie dont on bénéficie aujourd'hui. Et on est en train de finir avec la première génération de la démocratie. De 90, on est aujourd'hui en 2015. Il nous reste 5 ans. Et les problèmes sont là. On a 5 ans pour résoudre ces problèmes. Sinon, la prochaine génération va nous en vouloir sérieusement. Maintenant, mettons l'accent sur les ministères. Dans tout pays, il y a des ministères régaliens. Justice, défense, affaires étrangères, finances et le 5e, intérieur. Ça, c'est pour les pays développés. Et je pense que nous sommes dans un grand ensemble et cela vaut aussi pour nous au Bénin. Mais on ne peut pas s'arrêter là. Il y a l'éducation. Vous savez qu'aux États-Unis, il n'y a pas de ministère de l'éducation. Parce qu'ils considèrent que l'éducation, c'est une affaire privée. On a l'éducation, on a l'agriculture, on a tous ces grands domaines dans lesquels on doit sérieusement travailler pour faire de telle sorte que notre pays sorte, bon Dieu, de ces 25 pays les plus pauvres au monde. Et on ne veut rien faire. On est là, on fait de la théorie. Tout pays a le système politique qu'il mérite. Tout pays a le système politique qu'il mérite. En 90, on a décidé de mettre fin au PAPB et on a créé un système politique pour faire de telle sorte que notre pays puisse se développer. Il va falloir alors réfléchir sérieusement. Et moi, je propose que les différents partis politiques qui animent la vie politique aujourd'hui puissent se retrouver dans une sorte de conférence nationale bis pour réfléchir sérieusement sur ce que nous voulons pour notre pays. Je vois des centaines de jeunes étudiants passer devant moi chaque année, depuis plus de 20 ans. Je les retrouve dans la rue, soit en train de gérer une petite blanchisserie, ou de s'occuper de lavage de voitures, ou d'être en stage permanent dans les banques. J'ai mal au cœur. Ce n'est pas ce que je veux pour mon pays. Et donc, il va falloir que sérieusement, on parle. Sinon, on aura raté entièrement et totalement notre mission. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Malik. La parole à Madame le professeur Zanouvi. Et M. Aboton se prépare. Je vous remercie. Donc, moi, je félicite les 3 communicateurs. Et ce que je trouve de bien et de pas bien, nous sommes tous ici, nous savons le mot qui mine notre pays. Mais avant de sortir de cette salle, ou si vous avez prévu encore d'autres choses, il serait bien qu'on fasse le point, qu'on ne soit pas venu ici pour rien. Nous avons eu des expériences. On a dit ce qui est négatif, ce qui est positif, qu'on fasse une synthèse. Et là, je fais un appel aux partis politiques. Il y a une grande responsabilité. Partis politiques, est-ce que nous en avons? Même les partis que nous connaissons comme des grands partis, on les voit après en train d'agir comme si c'était une société civile. Et on a des alliances aujourd'hui, demain on dit autre chose, et puis les journalistes aussi, on raconte ci, on raconte ça. Franchement, ça ne va pas. Je donnerai des exemples. Professeur Topanou, mettez quelqu'un au niveau de la santé, décès, tout ça là, c'est bien fait. Secrétaire général, il est là, il dit ce qu'il doit dire. Si le président n'est pas d'accord,
Lui, qu'est-ce qu'il a à perdre? Il a déjà dit ce qu'il a dit. Le reste, c'est le président qui décide. Donc, tout est bien. Mais maintenant, je prends, quand vous étiez garde des Sceaux, professeur Zizindoé, garde des Sceaux, porte-parole. Voilà, vous dites quelque chose, et puis après, vous êtes porte-parole. Vous allez dire, vous êtes obligé des fois, si, en votre âme et conscience, dire quelque chose qui est contraire à ce qui a été décidé au niveau du gouvernement. Donc, ces deux-là, garde des Sceaux et porte-parole, on a dit dissocier. Donc, il faudrait qu'on fasse une analyse. Et, vous voyez, les jeunes, ils croient, on ne croit plus aux politiciens. On dit des menteurs, des voleurs, on a tous les agents. Nous avons des tests, nous avons de très bons tests. Et les gens même nous envient. Je prends le cas de la Sénat. Nous étions les premiers. Mais après, on a politisé à fond. L'argent a circulé et ça donne le résultat que ça donne. Tous les partis politiques se battent pour mettre au niveau de la Sénat ceux qui vont les écouter, ceux qui vont exécuter. Bon. Au niveau de l'Assemblée, ils votent des tests. Après, quand on doit leur appliquer les tests, ils ne sont plus d'accord. Comment je peux faire pour contourner la loi? Vous avez des gens qui viennent vous voir pour dire comment je peux faire pour contourner la loi. Donc, franchement, qu'on fasse notre bilan et puis qu'on puisse avancer. Bon, on fera ce qu'on pourra faire pour mars. Mais maintenant, après, et l'association, et au niveau de la faculté, on peut remercier parce que chacun ici a pu parler et nous allons rentrer chez nous tranquilles. Et quand vous écoutez certaines choses, il y en a qui disent qu'ils n'écoutent même plus les chaînes nationales. C'est dommage. C'est dommage. Il faudrait qu'on puisse écouter, suivre, connaître l'actualité qui se passe chez nous et pouvoir répondre. Et j'en reviens aux jeunes. Eux, ils veulent tout de suite. Ils n'ont jamais, vous voyez à la fin, des gens qui n'ont jamais travaillé, qui portent des chaussures de 45 000 et des costumes de 200 000. Ils les ont trouvés où? Mon papa dit, tu as hérité ou tu as volé. Donc, contrôle et ensuite sanction. Aussi bien pour le chef de l'État jusqu'au citoyen lambda. On dit qu'il contrôle qui rencontre à qui. Donc, nous avons des problèmes. Et il faudrait qu'ensemble, qu'on puisse trouver des solutions. Donc, vous voyez, et la formation, ministre, professeur Topal, vous avez dit, on n'a pas besoin d'être professeur, mais si vous ne comprenez rien au ministère de la Justice, vous voyez actuellement, on prévoit des assises, de ceci, mais ça ne marche pas. Parce que ceux qui sont là comprennent et vous ne comprenez rien. Donc, le profil, on doit avoir un profil en tant que Béninois, nous connaissons. Qui peut aller où et qui peut faire quoi. Et puis, quand vous êtes nommé, vous savez que vous êtes là pour un temps. Et maintenant, quand vous êtes délégué, on a vu le président qui a délégué, des ministres délégués. C'est lui qui fait les bêtises et puis après, on doit sanctionner qui? Et celui qui accepte le poste de ministre et reste là à aller arroser des plantes alors que le président joue son rôle. Je crois que chacun doit avoir sa dignité et connaître ce qu'il veut et le sens. On dit patriote. Qui n'est pas patriote? Qui n'aime pas son pays? On dit on ne travaille pas. Chacun fait ce qu'il peut. Mais maintenant, quand on vous dit qu'il y aura remaniement, les gens ne travaillent plus parce qu'ils ne savent pas s'ils seront reconduits ou pas. Mais maintenant, j'arrive à l'aspect politique. Enfin. On est ensemble et enfin, on est ensemble pourquoi? Pour partager le gâteau ou bien parce qu'on a des convictions et on sort de sa poche pour atteindre un objectif. Je vous remercie. Merci beaucoup, madame la professeure. Agapit Napoléon, Maforican, à la parole et M. Agboton se prépare. Il nous reste que 4 personnes sur la liste. Merci, professeur. Merci à tous les orateurs. Monsieur Tamiti, j'ai tout plaisir à vous écouter. Je vous l'avais déjà dit, ça a été encore le cas. Professeur Moutondi, votre communication, docteur Moutondi, votre communication, vous avez parlé des partis politiques, vous avez survolé l'étape du PAPB comme une période insignifiante qui était la plus longue période. Je pense que vous l'auriez
beaucoup gagné, peut-être à vous y arrêter. Parce que tout ce que nous recherchons était dans cette période-là. Tout. Et ce qui nous manquait dans cette période, nous manque encore aujourd'hui, c'est le contrôle. C'est le contrôle. En 90, nous avions tout. Moi, je suis un produit du PAPB, je suis fier d'en être un. J'ai milité dans les mouvements révolutionnaires scolaires, je présente des excuses à ceux qui ont souffert sur le système, mais je dis, j'en suis fier parce que j'ai appris le militantisme. Il y avait une idéologie, il y avait une valeur. Le système était structuré, le mécanisme décisionnel était organisé, l'administration était bien gérée, la justice était aussi bien aux dignitaires de la maison de justice qu'aux populations avec les juges populaires non professionnels, et ainsi de suite. Je n'ai pas beaucoup de temps pour... Mais je dis, sur l'aspect purement politique, on a dit qu'il n'y avait pas la démocratie. Il y avait un bureau politique, il y avait un comité central, les ministres étaient désignés par le bureau politique, le comité central, et rendaient compte. Et quand les ministres nommés vont devant le comité de l'Assemblée nationale révolutionnaire, qui n'était pas le produit de l'argent, mais la représentation nationale des classes socio-professionnelles confessionnelles. De quoi nous parlons? Reprenons la loi fondamentale de 1977, reprenons cela et regardons ce qui nous manquait. Évidemment, en 1990, il y avait une situation. On a réglé un problème structurel, conjoncturel, et ce qui s'est transformé en structurel. Il manquait le contrôle. Aujourd'hui, on a une pléthore d'institutions de contrôle. Je fais partie d'une organisation de contrôle, d'une structure nationale. Ça n'a de valeur que de nom. On est parti à plusieurs conventions, protocoles, machins. On ne retraite rien. La toute-puissance de notre administration fait qu'ils ne se sentent redevables de personne. Et ça, ce n'est pas Boniaï. Que Dieu le bénisse, mais éclaire celui qui va le remplacer. Ce n'est pas Boniaï. Que Dieu le bénisse et éclaire celui qui va le remplacer. Parce que j'ai écouté les ministres parler tout à l'heure, en dehors de Madame le ministre Hueto, qui a pu démissionner, qui a pu claquer la porte et dire, moi, par conviction, je suis parti. Aucun. Il y a une semaine, j'ai écouté. Aujourd'hui, j'en écoute. Je dis, non, non et non. Donc, c'est bon qu'on est sorti d'en parler. Monsieur Tessouzé est parti. Mais c'est bien de parler à la fin. Mais avant, on pourrait éclairer bien le chef. Donc, j'ai dit la dernière fois, notre système a fabriqué un monarque. On est dans une monarchie. Tout le monde a peur de parler au chef. Et quand vous parlez un peu... Donc, et après, à la fin, comme dit Kérékou, nous croyons que les journalistes nous soutenaient. Et quand on a dit démocratie, ils ont commencé par aboyer. C'était le langage de Kérékou en 90. Il était en France. Je ne voulais pas réutiliser ce langage, mais il dit ce que nous manquait aussi au niveau du PPB, on n'a pas pu le corriger. Et trouvons les mesures, les ressources pour les corriger. Le M. Zinoko et le maître Zinoko a parlé, le bureau de l'auditeur général, c'est bon, ça a changé tout ça, c'est une petite amélioration par rapport à l'IGE, mais l'initiative est toujours dans les mains du chef de l'État. Nous, au niveau de l'autorité nationale de lutte contre la corruption, on se bat pour que tout au moins, on est assermenté devant la Cour suprême. Pourtant, on n'a pas les rapports. On aurait bien voulu avoir les rapports des commissions d'enquête, des ordres, enfin au niveau le niveau interne, pour que nous puissions saisir le procureur. Il y a plein de cas. Bref, alors donc je finirai, je dirais simplement qu'au-delà de ce que Mme Zabi a dit tout à l'heure, et qui est quand même intéressant, il faut que nous partions de quelque part et que nous fassions la synthèse de ce que nous retenons pour continuer. Mais il faut mettre l'accent sur la notion de redevabilité. Il y a d'abord du contrôle. Il y a la redevabilité. C'est important. Les gens ne rendent compte à personne. Il y a au niveau de la décentralisation, le premier niveau de la décentralisation n'a pas porté bien. Il faut passer à un deuxième niveau. Donc le pouvoir, que les gens ne pensent pas qu'il faut être ministre pour nécessairement servir, mais qu'on peut au niveau créer des pôles de développement. Moi, je suis de l'ONU. Je n'ai pas la même réalité que celui qui est. Je n'ai pas le même problème de développement que celui de l'Atakora. Ce n'est pas vrai. Donc, nous sommes dans un même pays, mais on n'a pas les mêmes problèmes de développement. Et c'est pour ça que je pense qu'après le pouvoir directement aux communautés, il faut peut-être les pôles de développement au niveau régional, redevabilité, contrôle, et on verra bien que le PAPB, et je finis par là, le Parti de la Révolution populaire du Bénin, c'est le meilleur
parti qui a participé au gouvernement, c'est le meilleur parti côté structure, c'est le meilleur parti au niveau de la gestion de l'exercice du pouvoir, mais il lui a manqué l'adhésion des intellectuels que Téléco appelait des tarés et des dépaysés. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Agapit Napoléon. Monsieur Agboton. Merci, professeur. Je voudrais quand même remercier les panélistes et communicateurs pour la qualité de leur communication. Et remercier très sincèrement également l'ABDC et le professeur Joël Aïvor pour ces rencontres qui viennent combler quand même un vide pendant le pays. La rationalisation des fonctions gouvernementales, à mon sens, ça fait appel à deux notions. L'architecture gouvernementale et les compétences qu'il faut pour influencer, je crois, positivement l'administration générale et pour que celle-ci puisse donner un bon rendement, c'est-à-dire pour accroître la productivité de l'administration. Et pour ce faire, il faut forcément un chef d'orchestre qui est le président de la République. Mais en plus, pour de lui, les parties prenantes de la coalition qui l'ont amené au pouvoir. Parce que là, le débat de fond également, c'est la qualité des hommes qui doivent animer. Alors, quand nous prenons le président de la République, ici, il se pose le problème du souci qui doit l'amener à faire en sorte que ceux qui doivent l'entourer et lui-même sa vision pour diriger le pays puisse quand même permettre le développement dans le pays. Mais dans le même temps, il se fait que nous avons une constitution qui fait du président de la République un monarque. Parce que c'est la même constitution qui dit que c'est lui qui nomme les ministres, qui détermine leur attribution et qui, pour les démains, qui fait du président de la République le chef de l'administration. C'est ce qui fait que aussi bien les services de contrôle comme l'IGE, comme les institutions de contre-pouvoir, par exemple, pour les premiers, qui dépendent totalement et ne peuvent que, en l'état actuel de la Constitution, et ça souhaite autrement. Ces services-là dépendent totalement du chef de l'État. Alors, les deuxièmes, elles proviennent ou dépendent en partie donc, du chef de l'État. Donc, comment faire? Je crois ici que c'est la Constitution béninoise également qui est remise en cause. Donc, comment faire également pour que le chef de l'État, le souci qui doit l'animer pour qu'il y ait cette rationalisation également, qui ne soit pas à la merci des partis et politiques. C'est important. Parce que vous voyez, tel que les choses se passent dans le pays, si le chef d'État n'est pas fort et qu'il ne découvre pas les pouvoirs que lui confère la Constitution de la République, il sera à la merci des partis politiques parce que nous savons comment les gens se mettent ensemble. Alors pour revenir aux partis prenants, en réalité, la coalition qui fait que le chef de l'État devient, quelqu'un arrive à conquérir le pouvoir au Bénin, est-ce que c'est la vision programmatique qui les unit, ou en réalité c'est les intérêts? Nous savons tous très bien que ce sont les intérêts. C'est comment les gens vont faire pour envoyer leurs enfants en France, pour acquérir tel ou tel appartement dans telle rue, dans tel arrondissement à Paris. C'est ce qui les amène, c'est ce qui est le fond, c'est-à-dire c'est ce qui les motive à se mettre ensemble pour conquérir le pouvoir. Ce n'est pas par exemple comment faire pour que les étudiants en 2015 ne se retrouvent pas dans la situation dans laquelle ils se retrouvent aujourd'hui. Donc ça, ce sont les réalités et que nous vivons dans le pays. Donc, la vision programmatique qui doit faire en sorte que les partis prenants qui sont dans la coalition, qui a le pouvoir, comment ces partis, quelle est la perception qu'ils ont et que chacun ne dise pas, il faut que j'aille nécessairement au gouvernement, il faut que j'aille nécessairement telle direction. Donc, qu'il ne s'agit pas d'un partage du gâteau tel qu'on a l'habitude de voir dans le pays. Alors, pour finir, je voudrais quand même dire, Monsieur Tometi a dit il faut tenir compte du profil psychologique du chef de l'État. Je voudrais sincèrement lui demander quels sont les indicateurs qui permettent alors d'apprécier ce profil psychologique du chef de l'État pour que nous puissions faire un bon choix. Je vous remercie. Merci, M. Agboton. M. Oswald, pardonnons la parole et M. Seyd se prépare. Merci, professeur. J'aurais deux préoccupations. La première est liée, je pense que quand on évoque la rationalité, la rationalisation des fonctions gouvernementales, on fait appel au défi de la quantité, vous l'avez souligné, les présentateurs l'ont souligné, au défi de la qualité. Et sur ce deuxième défi-là, sur le défi de la qualité, je fais appel à notre constitution qui exige du bureau de l'Assemblée nationale de donner un avis consultatif sur la liste du gouvernement proposée par le chef de l'État. Je pense que sur cette attribution du bureau de l'Assemblée nationale, de mon point de vue, n'est pas suffisamment exploitée jusque-là pour nous permettre d'avoir un gouvernement d'une certaine qualité. Je vois par exemple au Nigeria et au Ghana, où cette prérogative de l'Assemblée nationale, du bureau de l'Assemblée nationale, s'exerce d'une façon,
quand même, de mon point de vue, très intéressante, où, quand le chef de l'État propose sa liste, le bureau de l'Assemblée nationale se donne toute la latitude d'auditionner les personnes qui sont proposées pour faire partie du gouvernement et propose des recommandations sur chaque personne qui est proposée pour occuper un portefeuille ministériel en fonction de sa connaissance du secteur, en fonction de l'ambition qu'il nourrit pour le secteur, quitte à ce que le chef de l'État prenne le risque politique d'aller contre l'avis du bureau de l'Assemblée nationale ou qu'il s'en tienne à cette proposition et remplace le ministre défaillant. Ce sont, à mon avis, des prérogatives au lieu qu'on ait, disons, une pratique d'échange de correspondance. On peut disons, sans avoir modifié la Constitution, qui n'a pas défini les modalités d'expression de cet avis consultatif, là, on peut, à mon avis, auditionner les ministres et proposer des gens sur la base vraiment de leur connaissance du secteur dans lequel ils vont, disons, éventuellement pouvoir apporter une plus-value. Ma deuxième préoccupation est liée à la proposition du président Golou, qui dit que pour être ministre, il faut avoir été élu député, il faut être prouvé d'un parti politique, etc. Non, je pense que... Enfin, moi, je m'oppose complètement à ce point de vue, parce que je pense qu'on ne peut pas être dans une logique de carrière. On s'engage en politique parce qu'on est militant. Et parce qu'à côté, je suppose qu'on a une profession dans laquelle on peut gagner son ascension sociale. Et donc, on est en politique par militantisme. Donc, et l'élite dans un pays n'est pas que politique. L'élite peut être économique. L'élite peut être parmi les industriels, parmi les opérateurs économiques, parmi les agriculteurs. Et le professeur Tokpa nous l'a sonné, parmi tous ces gens-là, parmi tous ces corps de notre société, on peut trouver des gens qui peuvent valablement exercer des fonctions gouvernementales. Donc je pense que la seule logique qui vaille, c'est la logique de l'excellence. Et donc il ne faut pas qu'on confonde l'ancienneté et l'expérience. Il y a des gens qui ont traversé le temps, qui n'ont pas plus d'expérience que des gens qui ont 30 ans, qui ont 40 ans et qui peuvent apporter une plus-value considérable. Avec mes quelques années dans l'administration, j'ai déjà vu des ministres qui ne savent pas se servir d'un ordinateur, qui n'ont pas d'adresse mail, des directeurs qui n'ont pas d'adresse mail. Ça existe en République du Bénin au XXIe siècle. Et pourtant, ces gens-là, ils ont un parcours, enfin, entre guillemets, politique respectable et tout, mais ils ne sont pas en phase avec le temps. Donc, il y a la logique de l'excellence qui doit primer surtout, à mon avis. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Pardonneau. M. Sid a la parole et M. Tometi se prépare. Merci. Je voudrais d'entrée de jeu remercier le professeur Aïva parce que cette occasion que l'ABDC nous offre est une occasion sans pareil. Ça nous permettra, par la grâce de Dieu, de faire un état des lieux des maux qui minent notre pays. Et je voudrais aussi remercier M. Tometi, que j'ai eu l'occasion d'écouter et de suivre aussi déjà au ministère de la décentralisation, qui fait un travail remarquable. Un travail remarquable parce que je me rappelle ce jour-là, il a été le seul à dire la vérité. C'était à une réunion avec le FED, il a dit la vérité. Une vérité que les gens ne veulent pas dire. Quand ça ne va pas, il faut dire que ça ne va pas, même devant les partenaires. Alors, je voudrais dire, vous voyez, les maux qui minent notre pays, nous le savons tous. Nous savons ce qui ne va pas. Alors, mais qu'est-ce qui nous empêche de changer? Et je vais revenir à ce que j'ai dit la dernière fois. Je suis toujours dans la même logique. Il ne faut pas que ces rencontres ici soient de la théorie. La théorie, nous savons en faire, mais il faut de la pratique. Il faut chercher les solutions et il faut les appliquer. Je veux que de ces séances que nous allons animer ici, que nous allons suivre, de ces ateliers, naisse un groupe de travail. Un groupe de travail auquel va adhérer tous ceux qui sont épris de paix, de justice et qui veulent vraiment un véritable changement. Si ce n'est pas de l'hypocrisie, parce que parfois on sait ce qui ne va pas, on le dit, mais en réalité on n'est pas prêt soi-même à changer. On le dit, mais seulement on se dit, mais quand je vais changer, certains avantages risquent de partir. Alors, et je voudrais faire remarquer encore une chose. Vous voyez, nous sommes arrivés à un moment très critique pour notre pays, le Bénin. Nous sommes, 1, en fin de règne. Nous sommes 2, en fin de cycle générationnel. Et nous sommes 3, dans une situation où il y a une débâcle totale des partis politiques. C'est la seule occasion pour apporter quelque chose au Bénin. C'est la seule occasion pour impulser un réel changement. Et je ne voudrais pas dire tout homme, tout Béninois
loi, épris de paix et de justice. Il y a des révoltés dans la République. J'en suis un. Oui, il y en a. Et si le jour où les révoltés vont se donner la main, pensez à ce qui va se passer dans ce pays. Nous sommes révoltés par ce que nous voyons, par ce que nous vivons. Alors, je remercie les participants et je demande à tout un chacun de nous, engageons-nous. Je voudrais, parlant de la rationalisation de la fonction gouvernementale, faire référence à une carrière que nous notons dans la politique. Il s'agit des conseillers. Je voudrais poser la question au docteur Alassane Moutondi, quel est véritablement le rôle d'un conseiller auprès d'un président. Et pour aller plus loin, je dis, un ministre peut-être de l'agriculture, qu'on a changé et qu'on met conseiller à l'agriculture, s'il n'est pas efficace en tant que ministre, pourra-t-il être efficace en tant que conseiller? Et pour finir toujours avec les conseillers, combien de conseillers avons-nous réellement dans notre République? Et combien ces conseillers approximativement nous coûtent? Ma deuxième question s'adresse à M. Nassir Simon Tometi. Je voudrais lui demander quelle projection fait-il du Bénin en 2016 en termes politiques, gouvernementaux et économiques. Et plus précisément pour dire quels sont les atouts que nous pouvons essayer de rentabiliser et quels sont ces risques de dégénérescence que nous pouvons essayer à la limite de limiter. Donc en termes de projection, à quoi pouvons-nous nous attendre d'ici à l'horizon 2016? Et pour finir, vous avez dit stabilité rime avec transparence. Et transparence rime avec bonne gouvernance. Avez-vous l'assurance que les élections de 2016 pourront être transparentes pour nous donner l'assurance de ce que nous pouvons apporter les pistes d'un développement harmonieux? Merci. Le débat sur les étendues du pouvoir de notre président de la République. Et donc le débat prend de plus en plus corps dans l'opinion publique. Des gens se prononcent, observateurs, citoyens ordinaires. Et je me dis, le constat que je fais, je me dis, est-ce qu'on ne va pas un peu trop fort? Est-ce qu'on ne va pas un peu trop fort? Parce que quand vous écoutez certains des rédacteurs ou certaines personnalités qui ont contribué à la rédaction de notre Constitution, ces personnalités vous disent que les différentes options ont été choisies en tenant compte de notre histoire et de notre sociologie politique. Et donc je me dis, quand on dit qu'il faudra affaiblir ou réduire le pouvoir du chef de l'État, je me dis, qu'en le faisant, est-ce qu'on ne va pas créer, ou est-ce que la réforme ne va pas créer d'autres risques de déstabilisation de notre système ou de notre État après? Il est évident, et j'en conviens, que lorsqu'on voit notre Constitution, il y a des réaménagements à faire, il y a des réformes à faire. Mais est-ce qu'il faut faire ces réformes-là en nous basant uniquement sur les écarts de gouvernance d'un chef d'État, d'un président de la République? Je pense qu'il faut les faire en nous basant sur les enjeux du moment et sur les défis de l'avenir. Parce que Boni Yahi, je le nomme, le président Boni Yahi a eu quelques écarts de gouvernance. Est-ce qu'il faut se baser uniquement sur ces écarts de gouvernance et réformer la Constitution? D'autant plus qu'à partir de 2016, on aura un autre président qui viendra avec son style de gouvernance. Et donc, est-ce qu'à dire qu'en 2021, on va tenir compte des écarts de gouvernance de ce président-là et réviser la Constitution? À cette allure, on sera obligé d'aller à des révisions constitutionnelles chaque 5 ans. Et donc, je me dis, la solution ne sera pas de réformer pour réformer la Constitution, mais peut-être d'aller de penser à un mécanisme d'éducation de toutes les personnes qui aspirent à occuper une haute fonction politique ou administrative. Et je crois qu'il y a un sociologue, le docteur Gilles Goy, qui a fait une proposition de voir un mécanisme constitutionnel d'éducation de tous ceux qui aspirent être au niveau supérieur ou occuper des hautes fonctions étatiques. Donc il faut qu'on aille dans ce sens et qu'on fasse vraiment attention à la question de réforme et de réforme. Et mes deux questions. Habituellement, quand les ministres quittent le gouvernement, ou en tant que conseiller, quand ils quittent le chef de l'État, on les entend beaucoup critiquer, beaucoup dénoncer un certain nombre de choses. Mais lorsque vous étiez avec lui, que vous avez constaté ces écarts, qu'est-ce qui vous empêchait de démissionner? Première question. Deuxième question, est-ce que le chef de l'État est obligé de cadoter tous ceux qui l'aident ou toutes les personnes qui l'aident à conquérir le pouvoir? Ce que je voulais faire remarquer, c'est que les deux axes de réflexion de 4 novembre et d'aujourd'hui s'imbriquent. C'est presque la même chose. C'est les partis.
Et la dernière fois, ils n'ont pas pu nous dire quel est le rôle même d'un parti. Et essayer de critiquer correctement le multipartisme intégral que prône notre Constitution. Et ils disent que la Constitution n'est pas... C'est pas ça. Moi, j'ai participé à la rédaction de cette Constitution. Et déjà, allez voir les minutes, j'ai dit que je n'étais pas pour le multipartisme intégral. Parce que les Africains, quand on leur donne un peu, ils font comme ça. Donc ça ne peut pas marcher ici. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas marcher. Et c'est pour ça, quand on veut procéder à une révision de la Constitution, il faut prendre d'abord les constituants. Parce qu'on a eu à discuter, on a fait du droit comparé, on n'a pas écrit en l'air comme ça. Et je reviens au monsieur qui dit que la maladie dont on souffre, les germes de maladie dont on souffre se trouvent dans la Constitution. Ce n'est pas vrai. Il faut un certain toilettage à cette Constitution, mais elle est presque parfaite, puisque tout est perfectible. Et une loi ne vaut que valent ce que valent les personnes qui sont habilitées à le faire appliquer. Je disais à une rencontre que quand on rédigeait notre Constitution, on voulait faire par exemple de la Cour constitutionnelle une institution de contrepoids. Mais là, c'est son voix. C'est une institution de pourquoi. De pourquoi. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire qu'ils ne font plus ce qu'on veut. Chacun raconte ce qu'il veut. Et quand je sais pas si c'est des milliards qu'on leur donne, il y a même des constituants qui racontent des bêtises maintenant. Moi, j'ai envie d'attaquer certaines personnes. Et je le ferai dès que j'aurai l'occasion. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et bon, il y a un intervenant qui disait qu'on n'a pas besoin d'être membre d'un parti pour être ministre. Je suis tout à fait d'accord avec la personne. Parce que nos partis, ils ont une idéologie. Vous savez, dans les pays, dans les autres pays, il y a les partis se créent, mais tout autour d'une idéologie. Et ce multipartisme intégral peut se regrouper autour de deux idéologies, la droite et la gauche. Mais on me parlera de mimétisme. Mais il faut quand même mimer un peu. On ne peut pas vivre en autarcie. Il faut qu'on voit un peu ce qui se passe ailleurs. Donc, au moins autour de deux idéologies, on aura la droite et la gauche. Bon, il y a les verts, l'environnement qui compte, mais ils peuvent s'imbriquer chacun dans leur groupe, dans les deux groupes. Mais multipartisme intégral, comme dit monsieur, mon ami et frère, je suis d'accord que ça ne peut pas marcher en Afrique. Merci, madame Doyen. C'est pas fini. Et après, on dit que voilà, les gens ne démissionnent pas, que c'est madame que tout seulement. C'est pas madame que tout seul. Les femmes démissionnent. Ils prennent les femmes que la tête défaite. Moi, j'ai démissionné en tant que première vice-présidente du Conseil national de l'éducation. Vous ne le savez pas parce que je n'ai pas fait de tapage autour. Je n'en ai pas besoin. J'ai démissionné et Marina Massouboji, une amie à moi, a démissionné, on était ensemble, elle dit qu'elle me soutient. Bon, après, la femme qui m'a remplacée, Fassino Alagbada, elle aussi, elle a démissionné. Les femmes démissionnent. C'est vous les hommes qui ne démissionnez pas. Les femmes démissionnent. Et il faut prendre les femmes qui ont la tête bien faite. Les femmes qui savent se respecter. Merci. Merci de m'avoir accordé la faveur de parler. Je m'attendais à ce que l'on poursuive sur une certaine lancée, et c'est parce que je n'ai pas eu ça que je me suis permise de vous revenir et reprendre la parole un peu. Je crois que l'abcès à mûri est en train de s'éclater. C'est pour ça que nous sommes en train de faire ce que vous faites là. Le professeur Tokpa nous l'a dit, ceux qui peuvent un peu bien faire fuient la politique. Parce que chez nous, la politique, c'est la pourriture. Les politiciens, ça ne vaut pas la peine. En tout cas, il y a tous les noms. Et on a peur de se mêler de cela pour être comptable de la pourriture. Je le dis pour finir par dire que nous méritons notre situation actuelle. Que ce soit ceux qui sont en politique maintenant. Moi, je trouve beaucoup de badauds et de racailles dans la politique. Des gens que je connais bien et qui prennent la parole à la télé, j'hallucine. Je dis, lui, les gens ne le connaissent pas. Il est resté avec nous, on le connaît, il ne peut pas parler. Il n'est pas un exemple. Et aussi, nous qui fuyons, comme le professeur l'a dit, nous qui disons, vraiment, je ne peux pas parce que ça risque de me salir, je fais partie de ceux-là. Le vrai problème au Bénin, c'est la qualité morale. Nous ne sommes pas sages, nous ne sommes pas humbles. Nous
devons être sages, humbles et améliorer nos compétences sur le plan professionnel. Et quand je dis compétences, là où le bas blesse, quand on définit la compétence, il y a le savoir-faire et le savoir-être. Les Béninois sont compétents seulement pour l'aspect savoir et savoir-faire. Mais le savoir-être, vraiment, en tout cas ceux qui sont aux affaires, on a des problèmes avec ça. Moi, j'ai été nommée directrice d'une école et un ministre qui est proche, un grand frère m'a dit, je dis, tu sais que quand tu vas réussir, ils vont t'enlever de là. Je dis oui, il paraît que c'est comme ça. Et c'est une institution qu'on a laissée pourrir complètement pour me remettre et vous battez, on vous met les bâtons dans les roues, on vous crée tous les problèmes, on vous donne une mission, pas de moyens et même des trucs bizarres, c'est-à-dire que les gens doivent s'asseoir et vous dites, il faut nous procurer des chaises. On dit, est-ce que tu es de notre parti? Est-ce que tu es avec nous pour qu'on puisse procurer les chaises? Bon, et on dit enfin qu'il y a des bâtisseurs, et j'ajoute donc, et après quand vous finissez de bâtir, les autres viennent détruire. C'est dans ce pays-là que nous sommes, c'est-à-dire, il y a des gens qui viennent relever les institutions qui ont des difficultés, par exemple, et après on envoie ceux qui viendront bouffer. Donc, quand c'est comme ça, je crois qu'on n'a pas à trop se plaindre. Si nous prenons la conscience que nous devons avoir des qualités morales pour faire évoluer notre pays, ça va se faire. Et ensemble. Ce n'est pas difficile, il suffit de savoir que le problème, c'est dans notre tête. C'est psychologique, c'est moral. Et peut-être, même si nous prenons au moins l'aspect éthique, où on va se dire, bon, je suis une vendeuse, si je donne mal la monnaie, le client ne reviendra pas. D'un point de vue moral, je donnerai spontanément la monnaie. Mais d'un point de vue éthique, je donne la monnaie parce que je sais que le client doit revenir parce que je lui ai bien donné la monnaie. Donc je crois que c'est un problème moral et éthique. Merci, monsieur le professeur.